mais cela a beaucoup d'importance aussi pour les entreprises, car les entreprises, avec leur sens de leur mission, doivent aligner la mission qu'elles ont, elles, avec la mission de toute l'humanité, surtout à un moment où on a des entreprises globales. Donc, ce qui arrive en Chine, ce qui arrive en Inde, ce qui arrive en Afrique du Sud, ce qui arrive dans ces différents endroits, ont directement à voir avec le siège, peu importe où il est. Donc, en effet, je m'intéresse à la paix et comment celle-ci évolue dans les sociétés. Et je pense que les entreprises sont des agents de civilisation et de culture et qu'elles ont une contribution à faire s'il va y avoir plus de paix ou moins de paix dans le monde. Elles codéterminent cet événement. Et elles le font parce qu'elles sont très puissantes. Elles appliquent les lois, déjà, des gouvernements, les accords bilatéraux, toutes les relations internationales, elles en font partie. Elles influencent l'adaptation, voire l'écart des législations avec le lobbyisme. Elles produisent le travail, la source d'équilibre socio-économique. Elles nous nourrissent, elles nous habillent, elles nous transportent, elles proviennent à tous nos besoins. Et elles expriment la nature humaine qui cherche le lendemain, qui va à la découverte. On a besoin de constamment devenir plus et aller plus loin. Donc ces capacités contribuent à une dimension de paix ou de non-paix. Et le professeur de paix, Johan Galtung, qui a fondé l'Institut de paix à Oslo, a défini la paix d'une manière négative et positive. Alors une paix négative, c'est ne pas nuire, c'est ne pas faire du mal. Par exemple, une entreprise qui ne ment pas à ses usagers, qui ne va pas cacher les effets néfastes de son produit, qui ne va pas prétendre à la cherté alors que le produit n'a rien coûté, qui ne va pas corrompre, qui ne va pas voler l'eau, qui ne va pas voler la terre, qui ne va pas abuser de la force de labeur dans les pays où il n'y a pas de règlement. Donc en fait, le thème de ProDurable ici cette année, ne pas nuire. Ça c'est une paix négative, c'est-à-dire on n'entend pas les armes, on n'entend plus la violence, les enfants ne crient plus, c'est devenu calme, il y a une absence de violence. Par contre, la paix positive, c'est faire le plus de bien possible, sciemment, consciemment, et de l'avoir très bien planifié, et de le faire avec un système de monitoring et d'évaluation. Donc ça passe de la vision à la mission, aux opérations, aux évaluations de l'entreprise, inclure la diversité, payer ce qui est dû, s'occuper des rejets, remercier ceux qui ont fait que l'entreprise tient, bref, construire un monde meilleur. C'est ce qui relie l'éthique à la RSE. Et nous avons besoin de modèles d'entreprises qui en sont capables. Alors nous avons des phares qui nous montrent le chemin vers ces modèles. D'abord, nous avons des individus. Alors les individus, c'est par exemple le japonais Fukuoka qui a instauré la permaculture. Ce sont des individus d'action. Nous avons des individus conceptuels, comme l'américain Paul Hawkins qui a écrit l'écologie du commerce. C'est le concept de l'écologie du commerce. Nous avons des individus méthodologiques qui vont nous donner donc des méthodes, comme John Elkington et le triple bilan. Nous avons des individus disrupteurs de status quo, comme le Bangladeshi Mohameda Yunus. Outre les individus, nous avons les collectivités qui, elles aussi, sortent des rangs, comme des fondations de vie ou des villages, comme là où j'ai vécu, Findon en Écosse, qui sont des villages écologiques et qui ont une manière de vie absolument sustainable. Merci. Donc des collectivités qui montrent que c'est possible, 300 personnes, 400 personnes, 500 personnes, ça marche, et qui montrent ce qu'on appelle le critical mass, c'est-à-dire la phase critique où on s'arrête. On s'arrête ou bien et après on change de modèle. Il y a les fonctionnaires internationaux gestionnaires de schémas institutionnels, comme tous ceux qui ont fait les conventions, le Global Compact et toutes les 17 ODD
les objectifs de développement durable. Il y a les acteurs privés, les acteurs publics qui ancrent le nouveau paradigme. Ce sont les consultants, les régions. La région Normandie en ce moment va avoir un forum sur la paix. Et nous avons fait un hackathon à la Neoma Business School où on a fait tous les jeunes internationaux dans le pré-incubateur à faire à préparer des business plans et comment servir la paix avec ces entreprises. Donc ceci, le quotient de paix ou la caractéristique de paix commence à entrer dans le vocabulaire. Et je pense qu'en fait, c'est l'oméga de la RSE. La RSE est une grande méthode qui a été très très bien travaillée. En effet, elle n'est pas complète, mais on a dit qu'elle a fait déjà un très bon chemin. Et pourquoi? En fait, c'est pour avoir un monde en paix. Et une entreprise qui va dire « nous souhaitons avoir la paix entre nous, entre les départements ». Une entreprise qui dit « nous espérons que nos produits vont créer la paix et non pas une paix négative seulement, que nous allons regarder que tous nos processus, d'une certaine manière, ne contribuent pas à une certaine violence, en amont, en aval ou pendant la production ». Donc cette question personnelle vis-à-vis de l'entreprise, que sa mission soit la mission de l'humanité, d'être en accord, de créer une gestion de systèmes et de sous-systèmes, des suppliers, dans l'achat jusqu'à la production, jusqu'à la vente, jusqu'au service, que tout permette à cette paix. Alors la paix est extrêmement difficile, elle n'est pas durable, elle n'est pas absolue, elle est différente pour chacun, et c'est pourquoi c'est tellement difficile. Et la nature humaine a montré à quel point on est très capable d'être en conflit les uns avec les autres. Donc, cette question de paix est primordiale pour les entreprises futures. Ce sera en fait des entreprises qui vont médier, qui vont avoir une fonction de médiateur. Au lieu de forcer les choses, elles vont médier les dilemmes et les difficultés et les conflits qui sont inévitables. Et alors, une fois qu'on a défini cette mission, comment est-ce qu'on décline la mission dans les différents services, dans les fonctions de l'entreprise? Comment est-ce que ça peut se mettre en place au quotidien? Je vois que vous avez quelques exemples que vous vouliez partager. Oui, alors au quotidien, l'entreprise, elle a bien sûr une direction. Et dans cette direction, il est nécessaire que la mission soit vécue par les personnes. Si la mission est porteuse de paix, il faut qu'elle soit vécue dans le vocabulaire et dans le maintien et dans l'attitude des personnes qui mènent l'entreprise. Et après, elle est déclinée. Et puis ce n'est pas seulement le top-down. Hein. Les gens, les employés, les partenaires sont des gens très intelligents qui eux aussi comprennent ce qu'est la paix et à quel point c'est difficile. Et ils peuvent le faire remonter. Donc nous cherchons une entreprise qui a une dynamique de top-down et de bottom-up et également latéralement avec les partenaires. Donc il faut qu'une communication entre les personnes ait ce mot paix, ait cette conscience de paix. Je voudrais vous conseiller de lire le livre de Jacques Lecomte qui est paru récemment et qui s'appelle « Les entreprises humanistes ». Le sous-titre, c'est « Comment elles vont changer le monde ». Cet auteur a fait toute une recherche et a une liste sans arrêt d'entreprises qui font cela. Il démontre à quel point les gens qui aiment travailler dans une entreprise ont la possibilité très facilement de passer outre leurs conflits et leurs problèmes. Il y a une intelligence collective qui se passe, l'amour du travail. L'amour de l'endroit, l'amour du produit, l'amour du client. Je pense que ce mot « amour », il y a 20 ou 30 ans, nous aurions peut-être passé pour ridicule ou mal placé. Maintenant, il est en plein dans le milieu du discours. Un autre livre, je ne l'ai pas encore lu, je viens de l'acheter, il vient d'être paraître, s'appelle « La paix économique ». Donc nous avons des auteurs qui osent avoir un vocabulaire de conscience, un vocabulaire de vertu, et qui le mettent très très en pratique avec des exemples.
Je pense donc que les entreprises qui vont mettre cela dans la manière avec les ressources humaines, dans la manière dont le personnel est géré, dans la manière dont les clients sont gérés, dans la manière dont les acheteurs sont gérés, qu'il y ait un grand respect, qu'il y ait un partage d'une vision claire de cette mission, est évidemment la prochaine étape. Que les gens soient amoureux de ce qu'ils font et amoureux de leur société. Et puis le monde, bien entendu, va changer, il va y avoir de plus en plus de réseaux et où l'individualité, la manière dont on dit comment est-ce que je peux aider le monde va se transformer dans une activité, dans un travail, et il va y avoir une rémunération qui va changer. L'idée de rémunération et d'être payé pour ce que l'on fait ne sera plus les 8 heures ou les 7 heures, mais ça aussi, cela va changer. Tout comme le système monétaire change l'idée de travailler pour gagner sa vie à raison de 8 heures afin de pouvoir payer son loyer ou sa maison. Également, cette étroitesse de l'utilité qui empêche le potentiel va s'agrandir. Donc nous sommes, malgré les grandes difficultés dans le monde en ce moment et les conflits qui semblent ressurgir et l'Europe qui traverse en ce moment des secousses, il y a également toute une évolution extrêmement positive. Nous avons comme un retour, une certaine renaissance, où on a à nouveau des coopératives, on a à nouveau de l'entraide, on a à nouveau de la solidarité. Et malgré les difficultés, personnellement, je suis très confiante que les entreprises vont prendre cela et vont se l'approprier et ne pas seulement faire semblant que, afin que ça leur soit un autoservice, mais vont vraiment canaliser cela. Donc, je voulais partager un optimisme. Merci beaucoup pour cet optimisme. Merci pour les intervenants. Je vous propose que l'on fasse un tour de questions. S'il y a une ou deux questions, vous pouvez les prendre à la suite. Alors il y a des micros, mais je n'ai pas l'impression qu'ils se déplacent. On a un gentil monsieur qui l'a amené. On va prendre une question là, une question au fond, et ensuite on fera un mot de conclusion. Allez-y. Bonjour, je voudrais poser une question.